Bonsoir à tous. La SPOI, la Société de pneumologie de l'océan Indien, a été créée en février 1996. C'était il y a 21 ans déjà. Comment le travail, les rencontres et les échanges ont permis de faire avancer la lutte contre les addictologies d'une manière générale et d'intensifier la lutte contre le tabac en particulier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme a provoqué 4 à 6 millions de décès dans le monde chaque année, dont 600 000 victimes du tabagisme passif. Toujours selon l'OMS, le tabac devrait tuer 10 millions de personnes à l'horizon 2030. À Maurice, un millier de fumeurs meurent des effets du tabac. Ce chiffre est de 570 pour La Réunion. Lors de son congrès en décembre de l'année dernière à Saint-Gilles, la Société de pneumologie de l'océan Indien a aussi pointé du doigt certaines maladies indirectes liées au tabac. Ce soir, avec Radhakrishna Parasian, président de la Société de pneumologie de l'océan Indien, et Uvarajan Parasian, nous ferons un focus sur la lutte contre le tabac. Et pour nous accompagner ce soir, Coraline Polic, bonsoir. Bonsoir Radhakrishna donc Parasian, président de la Société de pneumologie de l'océan Indien, bonsoir. Et Uva Parajan, qui est également membre de cette SPOI. Vous êtes donc tous les deux des pneumologues. Moi, je suis médecin généraliste. Et moi, je suis pneumologue. Et vous êtes pneumologue, d'accord. Alors, avant d'y venir, je vais vous poser une question. La SPOI, d'abord, c'est quoi ? C'est une société de pneumologie de l'océan Indien, donc, qui a été créée, donc, comme vous venez de dire, donc, en 1996, avec 4 pneumologues de l'île de la Réunion, Dr Tanguy, Dr Zaidou et Dr Raoulina. C'est une société loco-régionale de formation de médecins. Donc on a voulu, parce que souvent, les médecins de la région n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir se former, donc on a voulu créer quelque chose pour essayer de réunir un petit peu de toutes les sociétés savantes dans l'océan Indien. La société malgache de pneumologie, la société mauricienne de pneumologie. Il y a une autre société qui nous a rejoint après, c'est la société africaine, sud-africaine de pneumologie. Donc tout ça, avec nos confrères pneumologues de métropole, on a créé une société qui aujourd'hui fonctionne très bien, qui a pris son envol international. Et nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, réalisé notre 16e congrès l'année dernière, comme vous le savez. Lors de ce congrès, Uvarajan, hormis le fait qu'on a découvert, vous êtes avec votre frère un guitariste hors pair, Hotel California, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que ça apporte depuis 21 ans dans cette société de pneumologie? Comment ça fait évoluer 21 ans, vous voyez, c'est l'âge de la majorité. Et je pense qu'apporter à La Réunion, c'est longtemps. Oui. On est en France, on est à 18 ans. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je vais dire, apporter la connaissance non seulement pour les médecins de la région de l'océan Indien, mais aussi au public de l'océan Indien. Je pense que le travail que fait la SPOI doit aller au public, et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment à travers votre télévision, donc la télé créole, d'amener pour les gens, pour le public, autour du bassin de l'océan Indien, le savoir qui va peut-être changer, modifier et surtout déculpabiliser les gens par rapport aux maladies. Et c'est là qu'on voit donc le système de médecine et de santé peut être interprété différemment. Coraline Polic, vous avez participé, j'ai eu le plaisir d'être de rencontrer les médecins lors de ce congrès, donc à Saint-Gilles. Là, aujourd'hui, on peut dire que c'est la façon de parler aux personnes ou aux malades. Lorsqu'on parle je dirais, de trouver la façon d'amener la discussion, de communiquer. C'est ce qui marque un petit peu ce qu'il y a à la SPOI, c'est-à-dire de trouver une façon différente de s'adresser aux gens qui ont besoin d'avoir une meilleure santé. Alors, je crois que la SPOI, avant tout, veut faire de la prévention, mais de la prévention active. Parce que jusqu'à maintenant, c'est surtout une prévention passive. Donc, on a de la prévention à travers ce qu'on appelle, je pense, des publicités de patch ou des lois qui passent comme le paquet neutre. Mais la SPOI est une société, je pense, engagée,
où on a quand même des personnes qui sont engagées au milieu de la santé, pas en tant que juste que praticiens, mais qui sont concernés par les différentes maladies et ils ont envie de venir sur le terrain. C'est ce qu'on a ressenti lors des interviews qu'on a vues. Donc ce sont des personnes qui ont envie de venir sur le terrain, de se rapprocher des gens, pas forcément de leurs patients, mais d'aller à l'encontre des idées reçues que vous recevez uniquement des malades. Vous voulez aussi faire de la prévention près des enfants, je crois, dans les écoles. C'est ressorti en tout cas, cette volonté-là d'aller à la rencontre de la population de l'océan Indien, pas que de la Réunion. On ne pourra pas parler de tout le monde. On a rencontré une pneumologue malgache, un médecin mauricien qui est installé aujourd'hui à l'Imperial Hotel à Londres. On a rencontré beaucoup de personnes. On va ce soir se focaliser sur la lutte contre le tabac et on va voir un petit peu. Je vous avais posé la question tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Je vous ai demandé tout à l'heure c'est quoi la pneumologie et on va y revenir. C'est quoi ? Mais juste avant, je vous propose une définition de la pneumologie. Alors, la pneumologie est une spécialité médicale qui se consacre à la prévention, à l'éducation, au diagnostic et au traitement de l'adulte et de l'enfant souffrant de problèmes de santé aigus et chroniques du système respiratoire. Je vais vous poser la question au pneumologue. La définition de la pneumologie, ça ressemble à ça ou c'est autre chose ? Oui, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, vous savez, le poumon, c'est l'organe central de notre corps. Donc, c'est quelque chose. Donc, c'est la fenêtre même sur l'environnement. Donc, on est avec le premier souffle et on part avec le dernier souffle. Donc, automatiquement, c'est quelque chose. C'est comme une voiture. Quand vous avez votre réservoir, votre réservoir pour le protéger pour que la voiture roule aussi longtemps. Parce que si votre réservoir est abîmé, effectivement, vous allez avoir un problème avec votre voiture. Notre corps, c'est exactement la même chose. Donc, nous avons besoin de cet organe noble qui nous fait prendre l'air, l'oxygène, qui est c'est le denrée le plus important, donc avec les nourritures et l'eau, et donc qui apporte cet oxygène pour distribuer dans notre corps, pour qu'on arrive à bouger, à faire tout ce qu'on a envie pendant toute notre vie, et en même temps rejette les toxines, comme les gaz carboniques. Donc c'est un organe extrêmement important. Maintenant, cet organe-là, il faut le protéger. Maintenant, protéger veut dire, vous savez, le Créateur nous a donné de l'air, nous a donné de l'eau, nous a donné la nourriture sous forme de plantes, etc., ou d'animaux, pour qu'on arrive à avoir l'énergie nécessaire pour continuer à vivre, pour continuer. Quel est notre destin de l'homme? Chacun peut avoir une définition à tout ça, mais pour faire tout ça, on a besoin de pouvoir vivre. Et si le poumon est abîmé très tôt, effectivement, donc à partir de là, l'environnement joue un rôle extrêmement important dans notre vie. Donc c'est pour ça qu'effectivement la pneumologie, la définition que vous avez donnée. Cette question, je vais vous les poser à toutes les deux, vous répondrez chacun à votre tour. La question c'est, aujourd'hui, est-ce que l'être humain est conscient que son corps est cette machine que vous venez de décrire et qu'il doit en prendre soin? Ou alors, est-ce qu'il pense que le médecin, c'est le garagiste qui est là, et à chaque fois qu'il y a un boulon qui est lâche, je dirais, qui lâche, est-ce que c'est au médecin de s'en occuper? Est-ce que vous pensez que vous avez ce rôle de pédagogue, de faire prendre conscience à chaque individu que son corps est d'abord de sa responsabilité? C'est très important. Vous savez, il y a deux choses. Parce que, on va commencer par, le médecin est là pour diagnostiquer une maladie, pour soigner une maladie, pour éduquer. Nous n'avons pas le temps de prévenir. Prévenir la maladie, c'est souvent l'autorité publique, effectivement, qui ont ce devoir de le faire, parce que nous avons à soigner nos enfants. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut quand même qu'on se développe. C'est pas simplement parler aux médecins pour la prévention. Il faut que la prévention soit quelque chose qui soit réalisé par tout le monde. Donc, chaque individu sur cette terre, associé avec des professionnels de prévention, etc. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, si je vais vous donner un simple exemple. C'est-à-dire, quand on prend notre voiture, vous avez une voiture,
Je prends celui de Jean. Il marche à quoi? Comme tout le monde. Énergie fossile, oui. Au diesel, d'accord? Bon, c'est le diesel. Quand vous allez voir le pompiste, vous demandez quoi? Le bon carburant. Le bon carburant, le diesel. Si maintenant le pompiste vous donne l'essence à la place, qu'est-ce qui se passe pour votre voiture? Il y a des ratés, j'ai déjà fait ça. Très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on doit respirer, nous? De l'air. Ouais. Maintenant, quand on met la cigarette et la pollution dedans, qu'est-ce qui se passe? Avec toutes les maladies qu'on va décrire, c'est à partir de là. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut les gens bien comprendre, c'est qu'on a besoin de ce poumon, on a besoin d'avoir un œil constamment tous les jours de ce qu'on est en train de respirer. La majorité des maladies aujourd'hui, c'est ce qu'on boit, ce qu'on mange et ce qu'on respire. Je vais poser la même question parce que comment on communique avec ces patients quand on est généraliste? Est-ce qu'on arrive à faire prendre conscience? D'accord. Mais il faut déjà distinguer deux choses. C'est-à-dire, il y a la médecine, les maladies, etc., tout ce que parle le docteur Paratian, mais il y a aussi la santé. Or, ce que les gens viennent rechercher, c'est pas forcément la médecine. Donc, en tant que médecin généraliste de spécialité, on travaille sur le fait de présenter la santé chez les gens. Or, la santé est définie par l'OMS comme donc un bien-être physique, un bien-être social, un bien-être mental. Et donc, c'est important de prendre en considération l'ensemble de tout cela pour parler de la santé. On ne peut pas, il faut avoir une vision beaucoup plus holistique, une approche, parce que les gens qui viennent, ils ont à la tête, c'est pas forcément une vision plus globale en tout cas. Définitivement plus globale. Oui. Or, il faut comprendre que cette population avec laquelle on travaille, on fait partie de cette population. Ce n'est pas le gouvernement central de Paris qui peut nous imposer ce nombre de choses, parce qu'on a des maladies qui sont totalement différentes, on a des normes qui sont différentes. On a bien vu récemment, au niveau du rénal, par exemple, il y a des spécificités rayonnaises, des spécificités donc locales indiennes qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas juste appliquer ce que vient de Paris et ce qui nous montre de Paris. Et juste une parenthèse, sachant que la pollution à Paris est différente aussi à La Réunion, déjà le contexte. Tout à fait. Mais je parle donc d'un point de vue global. Oui. Et puis vous savez, il faut dire la chose suivante, et c'est ça qu'il faut s'adresser à cette population, parce que la SPI veut sortir de ce, je vais dire, société savante, qui a une grosse connaissance, mais pour les médecins, pour les spécialistes, et l'apporter à la population. Et c'est ça la grande idée, la grande vision de cette société savante. Et dernièrement, je voudrais ajouter que les malades, et ça, si les gens peuvent comprendre ça, ils ont tout compris. Les malades sont un moyen, un malade est égal à un consommateur de médicaments. Plus les gens vont consommer des médicaments, plus une ou deux ou 5 grosses sociétés vont marcher, mais c'est pas pour autant que leur santé, je dis bien leur santé, va être gagnant. Alors moi j'aimerais intervenir parce que ce que vous dites m'interpelle. Je pense que c'est peut-être aussi un souci culturel parce qu'on fait bien la distinction là entre soigner et prévenir, la santé et la médecine. Et venant d'une famille indienne avec des pratiques fortes dans tout ce qui est domaine du yoga, le yoga demande une certaine pratique d'entretien du souffle, ce qu'on appelle notamment le yoga du souffle pour nettoyage des poumons. Hatha yoga. Voilà. Et il y a aussi, je pense en Chine, cette volonté-là de se maintenir en santé. Et c'est peut-être ce qui manque ici à La Réunion ou même en Europe, c'est qu'on a tendance à attendre que le corps soit malade pour se soigner et pas à prévenir. Je me permets de répondre à cette question parce que qui est très intéressant. D'autant plus qu'on parle dans le magazine de l'océan Indien quelque chose de fondamental. Il suffirait qu'un Américain ou qu'un Anglais ou qu'un Blanc, on va le dire comme c'est, un Caucasien pour être politiquement correct, vienne et dire voilà ce que c'est le yoga, il faut respirer comme ceux des États-Unis pour que le rayonner, pour que les gens de la région commencent à le faire. Or, on a une grande, vous parlez du yoga, on a une grande culture, ça devait être partout dans le monde. Ça devait être non seulement célébré un jour par an, mais 365 jours par an, que la personne puisse respirer correctement.
Docteur Paratian qui est ici présent, et donc lui-même m'a dit, en tant que spécialiste, que aujourd'hui les laboratoires pharmaceutiques travaillent sur les devices, les moyens de délivrer le produit actif au niveau du poumon. Or, on sait très bien qu'avec le yoga, le Hatha Yoga, par exemple, vous gagnez déjà 20-25% de votre capacité pulmonaire. Je laisse la chose au pneumologue et à la médecine. C'est important de penser à... Surtout toutes ces techniques-là, on avait un peu oublié, parce qu'effectivement, nous rentrons dans un problème politique de santé, donc de l'Occident, on a un peu oublié l'Orient. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez l'hypnose, vous avez le yoga, par exemple. Nous malheureusement, on n'a pas pu présenter cette présentation donc lors de la SPOI, parce qu'effectivement, il y avait réhabilitation et yoga. Donc, du yoga maintenant rentre dans notre pratique, et on sait très bien que c'est quelque chose qui marche, qui aide beaucoup nos patients, et qu'il faut faire. On est au balbutiement de ce traitement, mais je pense qu'avec le temps, on va pouvoir le faire. Alors, juste pour préciser, il y a aussi une fonction du yoga qui s'appelle le yoga du souffle, ou pour les personnes qui ne veulent pas faire des postures, parce que le Hatha Yoga, je tiens à préciser, c'est surtout un travail de posture, il y a un vrai travail de yoga du souffle, où les gens, pendant 10 minutes, se nettoient les poumons à travers une rythmique particulière et à travers des exercices particuliers, parce que pour les personnes d'origine indienne et pour les personnes qui pratiquent le yoga, nettoyer certaines parties du corps, le nez, le poumon, les organes internes sont importants, alors que peut-être en Occident, on a tendance à les ignorer jusqu'à ce qu'ils soient défaillants. Vous savez, Coralie, je me permets de vous interrompre ici en disant ceci. Vous savez, il faut que l'Occident, c'est-à-dire que l'Europe fait quelque chose pour que ici, c'est quand eux ils ont la grippe, ils éternuent en la grippe. Il faut arrêter ça. Il faut savoir qu'on a une culture, mais non seulement les Indiens, les Chinois, les Asiatiques et l'ensemble, les gens d'origine africaine, etc. On a des cultures qui sont très importantes et qu'il faut mettre en place. Et je redis la chose suivante, c'est que le yoga appartient à tout le monde. C'est un bienfait donc de l'humanité qu'il faudrait prendre et utiliser. Et ça ne coûte pas cher. Toutefois, sachez qu'il n'y aura aucun laboratoire pharmaceutique qui va venir vous dire, voilà, on va, parce qu'ils vont rien gagner dedans. Donc quand les gens ne gagnent rien, ils font pas la promotion de cela. C'est pour cela que c'est très important on ne vient pas voler le patrimoine de ce qui existe dans nos pays de l'océan Indien. Il ne faut pas voler ça. Vous vous rendez compte, par exemple, j'apprends récemment que les Américains ont déjà fait breveter le riz basmati. Arrêtez. Par exemple, que l'urine de vache a été utilisée pour le cancer, et ils ont déjà breveté cela. Mais arrêtez. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut faire attention. C'est ce que j'explique aux gens, c'est que ce n'est pas... En France, par exemple, et en Europe, on est les champions pour déclarer, et on est les champions pour montrer, pour inventer des maladies qui n'existent pas, monsieur. Donc, il faudrait quand même peut-être... Non, c'est bien. En parler. On y reviendra sur cette posture-là, parce que c'est vrai que on est toujours dans un conflit, je dirais, de culture d'abord, une culture qui existe, et c'est vrai aussi, et c'est ce que disait Coraline, c'est-à-dire, d'un côté, il y a la santé, de l'autre, il y a la médecine, et derrière la médecine, il y a surtout les laboratoires pharmaceutiques, il y a beaucoup d'argent en jeu, et c'est vrai que souvent, on va aussi prendre à d'autres ce qui est à eux, pour essayer d'en retirer des profits. Mais on y reviendra, Uva Jean Paratian là-dessus. Pour l'heure, ce que je vous propose, c'est qu'on va recentrer le débat sur... Uva Rajan, merci. Juste pour rigoler un petit peu. Oui, ça j'avais compris. Merci. Donc je disais qu'on va recentrer le débat sur le tabagisme. On va essayer de faire ce qu'on appelle de regarder un petit peu la place du tabac dans le monde. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est d'abord le tabac, quels sont je dirais aussi tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça peut apporter comme élément nocif. On va d'abord commencer par voir un petit peu que cette lutte, justement, contre le tabagisme
s'intensifie, c'est une chose. En octobre 2016, l'île Maurice a accueilli une réunion de l'Organisation mondiale de la santé. Un mois plus tard, l'OMS organisait sa conférence des parties de la Convention cadre. Ça s'est passé à New Delhi, donc c'était pour la lutte toujours anti-tabac. Il s'agit entre autres de s'opposer à la menace de prolifération de toute forme d'usage de tabac. L'OMS mène une lutte inégale car le tabac rapporte énormément d'argent aux producteurs et aussi, heureusement ou malheureusement, aux États. Chacun verra ce qu'il voit, c'est-à-dire moins d'impôts, plus d'impôts. En tout cas, ça rapporte de l'argent à l'État aussi. C'est une hypocrisie, vous voulez dire. J'allais dire, oui, on va dire ça. Il va à dire la façon où j'aurais peut-être pas dit, ça m'aurait évité des soucis après. Alors donc, c'est vrai que, de façon générale, quand on regarde, la consommation du tabac ne baisse pas, malgré tout ce qui est mis en place. Et c'est vrai que là, il y a une vraie forme d'hypocrisie, parce qu'on met de l'argent dans quelque chose qui ne marche pas. Donc, on reviendra là-dessus. Alors, on va d'abord voir un petit peu comment la production du tabac dans le monde se fait. Donc, on va d'abord regarder les principaux pays producteurs de tabac dans le monde. Alors, voilà donc la carte. On va s'intéresser, bien sûr, les États-Unis est un gros producteur de tabac. Il y a beaucoup de tabac qui est fait là-bas. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les chiffres. Donc, vous voyez l'Inde, la Tanzanie, le Mozambique. Regarde le bassin de l'océan Indien. Madagascar produit un tout petit peu. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. La Chine, même s'il n'est pas dans le bassin de l'océan Indien, vous allez découvrir tout à l'heure que la Chine est aujourd'hui le plus grand producteur de tabac de la Réunion. Alors, on va vous montrer les chiffres, vous allez voir le classement des pays, les principaux pays producteurs de tabac dans le monde. On va juste voir le tableau. Et là, vous allez voir que la Chine en produit vraiment beaucoup plus que tout le monde. 3 millions de tonnes. Le Brésil en produit 850 millions. L'Inde, 830 millions. Et les États-Unis en produisent 345 millions. Voilà donc les 4 pays. Dans la zone océan Indien, bien sûr, l'Indonésie et du côté de l'Inde, du côté de l'Asie, de l'Afrique d'abord, il y a la Tanzanie et le Mozambique, et du côté de l'Inde, de l'Asie, il y a l'Indonésie, l'Inde bien sûr, l'Indonésie et j'allais oublier, c'était qui? La Thaïlande. La Thaïlande, donc, qui produit, donc, sur les 3 pays de l'Asie qui produisent le plus, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande. Du côté de l'Afrique, la Tanzanie et le Mozambique sont les 2 pays africains, du bassin océan Indien qui produisent le plus. Sachant que la Zambie en produit également, le Nigeria, également. Donc, il y a une très forte production. Aujourd'hui, ça correspond un petit peu aussi à là où il y a le plus de malades, à votre avis? Je pense que vous savez, c'est le tabagisme, c'est le facteur qui tue le plus au monde. C'est-à-dire pour une maladie évitable. Donc ça veut dire si demain on essaye de supprimer ce problème, vous imaginez l'intérêt que chacun va avoir seulement contre les intérêts des grands producteurs. Malheureusement. Et oui. Après la pollution, vous voulez dire? Même pour l'instant, c'est cette pollution du tabac qui gagne du terrain. Maintenant, cette pollution que vous parlez maintenant, qu'on appelle indoor pollution et outdoor pollution, est en train de prendre des sortes parce que nous sommes en train de polluer notre planète par le réchauffement climatique, etc. Mais le tabac reste quand même le facteur le plus polluant au monde. Moi, ce que je voudrais dire, c'est apporter une information qui est très importante pour les patients, parce que souvent, on voit des patients qui viennent que dans ma maman ou le papa avec les enfants, 2, 3 enfants de bas âge, et qui viennent et qui disent « Je ne fume pas, docteur, devant mes enfants ». Et ça, c'est classique. D'accord. Et là, c'est très important de passer ce message, parce que, le pneumologue qui est là, donc la SPI, donc vous le dira, c'est que c'est non seulement le fait d'avoir un tabagisme actif, c'est-à-dire qu'on fume, mais aussi le tabagisme qui est passif, mais aussi un tabagisme qui est lié par rapport aux molécules qui vont rester sur les vêtements. Et qu'est-ce qu'on fait après? On a fumé la cigarette sur le balcon, on rentre à la maison, et on prend l'enfant sur soi. Ah ben là, il en prend plein la gueule, excusez-moi l'expression, mais c'est le cas de le dire. Alors, on va essayer de découvrir un petit peu, enfin, on va rappeler à ceux qui le savent, bien sûr, aussi, et montrer à ceux qui ne le savent pas. En tout cas, moi, je l'ai appris en préparant cette émission-là.
c'est quoi exactement le tabac, la plante? Alors, vous voyez d'abord la définition de la plante de tabac. Alors, le tabac, donc, est une plante tropicale originaire d'Amérique du Sud. Elle est de la même famille, c'est surprenant, mais que la tomate, l'aubergine et la pomme de terre. Il existe 68 espèces de tabac dans le monde. La plus connue et la plus cultivée s'appelle Nicotiana tabacum. Alors, ça surprend de savoir que la feuille, c'est la plante de tabac, c'est un peu comme la même plante que la tomate. Je crois que c'est la famille Solacée ça doit être oui, je crois que c'est la même famille, c'est la famille de tomates et d'aubergines. Tomates, aubergines et pommes de terre. Pommes de terre, oui. Oui, ben c'est comme la canne, c'est la même famille que les herbes, que l'herbe. D'accord. Là, ça me surprend un peu. J'ai été surpris de découvrir ça. La canne, c'est l'herbe, hein, c'est pareil. Hein, la plante, finalement, si on la sèche pas, si on n'en transforme pas en paille à fumer, elle n'est pas dangereuse. Non. Mais de toute façon, il faut sécher. C'est à partir de feuilles séchées qu'on va faire le tabac. Alors, on va faire une petite, parce que vous en avez parlé et je l'ai vérifié aussi. Je disais tout à l'heure, c'est une fois séché, ça devient et traité, ça devient un vrai poison. Alors d'abord, pour la déforestation, je tenais à donner l'information. Pour sécher 1 kilo de tabac, 1 kilo de tabac, il faut 10 kilos de bois. Et ils ont multiplié par 2 aujourd'hui. Ils l'ont multiplié par 2, il faut 20 kilos de bois pour sécher 1 kilo de tabac. Voilà, et 20 kilos, voilà. Donc imaginez maintenant, quand vous allez produire, vous avez à mettre à la disposition des planteurs de tabac jusqu'à 6 millions d'hectares de terrain dans certains pays pour pouvoir donc développer ce tabac. Et en plus de ça, déforestation pour pouvoir sécher ces feuilles. Donc imaginez un petit peu. Donc ce problème se complique à tous les niveaux, au niveau de combustion, au niveau de la pollution, etc. Et je vais donner juste un exemple avant de passer la parole à Yuva, juste pour dire que Madagascar produit entre 1500 et 2000 tonnes de tabac par an, et que Madagascar aujourd'hui est également confronté à un problème de déforestation. Bien sûr. Et le tabac est une des causes de cette déforestation. Exactement. Tout à fait. Moi, je voudrais ajouter une chose. Pour le tabac, déjà, se féminise énormément de féminisation. A été même dit à un moment donné qu'on peut fumer pour perdre du poids, alors que c'est une grosse connerie. Et il y a été la publicité qui était faite aux États-Unis dans ce sens-là, premièrement. Et deuxièmement, c'est vrai, c'est une vraie hypocrisie de la part des États. C'est ça qu'il faudrait, parce que celui qui regarde là, c'est ça qu'il faut savoir. Il faut qu'il arrête de fumer parce que ça coûte cher énormément, ça fait de la pollution, ça fait rendre les enfants malades, mais aussi c'est le gouvernement, en même temps, ils disent de ne pas fumer. Ils vont donner des aides. Là, j'ai appris récemment qu'ils donnent 150 € pour ceux qui veulent arrêter de fumer, pour les femmes enceintes, pour les jeunes, etc. Et pour ceux qui ont le CMU, on peut arrêter de fumer. Ça, c'est des informations qui sont intéressantes. Mais il faut savoir que c'est une hypocrisie en même temps, parce que ça rapporte énormément. Donc, essayez de faire les choses de constance. Je voulais juste à rajouter, Yuva, que quelque part, non seulement on essaye, on les taxe sur tout ce qu'ils peuvent prendre sur la cigarette, mais en plus on les culpabilise en leur demandant d'arrêter. Ben oui, mais il faut savoir que vous n'aurez plus du tout le sponsorship des trucs de tabac pour venir aux émissions. Concernant ce que vous venez de dire, la séduction des paquets de tabac pour les femmes, je crois qu'ils vont retirer les paquets de tabac qui sont censés séduire les femmes, ces cigarettes fines. On ne va pas citer de marque, hein, mais voilà. On connaît, oui. Voilà. Mentholé, voilà, Clipsé, etc., qui sont censés attirer une population féminine. Et ils vont passer, d'après ce que j'ai pu comprendre, à un paquet neutre, un paquet donc qui sera idem pour tout le monde, mais est-ce que vous pensez que ça va permettre donc d'arrêter cette féminisation et d'arrêter ce jeu de la séduction, parce qu'il y a un jeu de la séduction qui est fait. C'est encore une fois une hypocrisie totale. C'est qui va gagner de l'argent dedans, ce sont ceux qui sont les designers, ceux qui vont refaire le paquet de tabac, ceux qui vont être payés, vont être des copains, de petits copains, des assistants parlementaires, tout ça, qui vont gagner de l'argent.
ne croyez pas de ça. Il faut soit prendre la décision finale et de dire, voilà, même si le tabac apporte, nous on voit ça. Moi je vois ça en tout cas dans mon cabinet, des délégués médicaux qui viennent me voir me disent, écoutez, prescrivez ceci parce que ça quand même tient 30 emplois en France. Écoutez, franchement, je ne peux pas prescrire une connerie à mes patients, un poison, parce que ça tient 30 emplois pour les patients, franchement. Donc il faut arrêter cette hypocrisie. Le jour qu'on arrêtera cette hypocrisie, peut-être, ce moment-là, les gens commenceront à réfléchir. On demande aux gens de ne pas être cons, mais on les prend pour des cons. Comment vous voulez que ça marche? Je suis un petit peu les choses plus terre à terre, parce que nous, c'est vrai qu'il y a les industriels, etc. Il y a une bataille qui se fait tous les jours pour essayer de contrer ces gens qui nous vendent du poison. Mais nous avons des gens en face de nous. Alors, il faut aussi que nous nous prenions en charge nous-mêmes. Alors, il faut dire aux gens, effectivement, comme je viens de dire tout à l'heure, votre voiture, vous le prenez en charge, vous mettez les bons d'essence. Il faut que nous aussi, sachant que lorsque vous faites rentrer, voilà, vous voyez, vous avez un schéma ici, voilà. Hein. Donc ici, voilà, vous avez normalement l'air, c'est notre essence à nous. Hein, donc il faut faire rentrer l'air par une tuyauterie qu'on appelle le nez, la trachée. Hein, voilà, vous voyez les bronches ici. Et donc, pour arriver au niveau de poumon, voilà notre poumon pour entrer. Voilà. Et à partir de là, donc, vous voyez, donc il faut que l'air va rentrer, puis le poumon va échanger l'oxygène pour nous donner. Maintenant, imaginez quand vous êtes en train de respirer, comme au lieu de mettre du diesel dans votre voiture, du diesel, vous mettez l'essence. Il a la même chose si vous mettez toutes sortes de pollutions maintenant, hein, tupic, bégon, naphtaline, maintenant la cigarette, et sachant que la cigarette, vous avez dans une bouffée de cigarette, vous avez 4000 à 6000 substances. Alors, on va y aller tout de suite. Je vous disais tout à l'heure, une fois séché et traité, ça devient un poison. Et c'est le Tunisien Ali Ben Kheder, professeur à la faculté, et spécialiste en maladies respiratoires, allergologue et maladies de sommeil, qui nous dit pourquoi le tabac est un poison. Il faut se méfier, moi je veux vous dire, il faut se méfier de ce qu'ont fait les cigarettiers. Parce que les grands cigarettiers veulent démontrer sa nocivité. Vous savez, dans la cigarette électronique, il y a deux produits. Il y a ce produit que vous voyez, cette vapeur, qui est une vapeur pratiquement de l'eau. C'est une vapeur exactement de celle qu'on insuffle dans les boîtes. C'est exactement ça. Et puis vous avez de la nicotine. Donc, moi, ce que je réponds aux personnes, dans le tabac, vous avez plus de 4000 produits qui sont nocifs. Est-ce que réellement, sur le plan de la nocivité, on peut comparer la cigarette électronique au tabac? Le seul point qu'il faut se méfier, il ne faut pas dire qu'elle est anodine pour éviter que les enfants puissent l'utiliser pour s'amuser, et ça va être le début de la consommation tabagique. Mais pour tout le reste, je pense que c'est pour moi incontestablement le meilleur moyen de sevrage, parce qu'il y a le côté nicotinique et parce qu'il y a le côté comportemental. On va préciser quelque chose. D'abord, on va préciser qu'il faut savoir, il faut le dire, la nicotine ne provoque pas de cancer. La nicotine provoque l'addiction. L'addiction, la pharmacodépendance. Maintenant, ce qui provoque le cancer ou la bronchite chronique, les maladies cardiovasculaires, etc. Je vais vous donner juste ce que j'ai. Oui. Alors, j'ai monoxyde de carbone, le goudron, l'ammoniac, l'acétone, l'arsenic, le cyanure, d'hydrogène et formaldéhyde. Voilà. Vous avez quantité de produits, vous avez pratiquement cinquantaine de produits cancérigènes. Vous avez, par exemple, on ajoute aussi du plutonium. Vous voyez, le plutonium qu'on retrouve un petit peu. Et à un moment donné, ils ont mis même, je crois, du polonium. Polonium, excusez-moi. Qui est radioactif. Radioactif, voilà, excusez-moi, je parlais de polonium. Et ce polonium-là, normalement, est très, vous avez, on avait tué quelqu'un avec... oui, vous rappelez, effectivement, ça s'est passé dans le pays de l'Est. Voilà. C'était Exactement. Et donc, quand on respire ça, et forcément, on s'irradie, et puis on fait le cancer. Alors, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Je veux dire, c'est ces produits qui rentrent dedans. Non seulement, maintenant, quand ça rentre dans votre bronche, ces particules-là vont diffuser normalement dans vos alvéoles, et les vaisseaux vont aller ailleurs. C'est-à-dire que ça va toucher tous les organes.
vous avez des maladies, accidents vasculaires cérébraux, parce que ça touche les artères qui vascularisent le cerveau, et ces artères vont être usées, ils vont être diminués de calibre, et le sang passe mal, et les gens font des accidents vasculaires cérébraux. La même chose pour une coronoropathie, quand les gens font des maladies cardiovasculaires, ça peut être aussi pour le rein, ça peut être aussi pour la vessie, ça peut être... Et vous avez toutes sortes de maladies évitables, mais qui pourraient malheureusement créer beaucoup de problèmes. Je voudrais juste revenir sur un truc. Je disais que la nicotine ne provoque pas le cancer, mais l'addiction. Et il faut dire aussi que c'est un produit qui va très vite au cerveau. Ah oui, lorsqu'il est dans le poumon, il met 7 secondes pour arriver au cerveau. Bien sûr, la vitesse. Oui, tout dépend la façon dont vous fumez, la fréquence que vous fumez, donc effectivement. Donc, vous imaginez quand vous avez fumé un paquet de cigarettes par jour, pendant 20 ans, ça vous fait un camion transeuropéen qui est passé par le poumon. Vous imaginez quel organe c'est? Résistant. Dans quel état Voilà. il a été mis surtout? À part cela, il y a tout ce qui est produits de vaisselle, produits ménagers. Et on reviendra là-dessus lorsqu'on parlera de pollution, Voilà, parce que c'est vrai, cette pollution domestique, peu de gens s'en méfient. Ouais. Alors pour continuer, juste pour terminer, donc là, il y a une intoxication personnelle. Maintenant, cette tabagie passive que vous venez de dire, quand on rejette la fumée, nous sommes en train d'attaquer l'autre. L'autre qui respire, c'est aussi grave. On a fait une étude au Japon. On a vu effectivement les hommes fumeurs qui vivaient avec les femmes fumeuses, mais ces femmes fumeuses faisaient aussi le cancer des bronches. Mais on a vu aussi les hommes fumeurs qui vivaient avec les femmes non fumeuses. Ah ben, ces femmes-là font 6 fois plus de cancer qu'un homme non-fumeur et femme non-fumeur. Donc, ça veut dire, effectivement, il y a quelque chose qui... Le tabagisme passif est aussi dangereux, finalement. Voilà, et aussi pour les enfants, par exemple. Alors, si on tient compte des chiffres de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, ils sont 600 000 à mourir chaque année de tabagisme passif. Sachant que pour ceux qui sont fumeurs, il en meurt 4 à 6 millions par an actuellement. Et ce chiffre devrait passer à 10 millions à partir de 2030. Voilà, donc ça veut dire que ça va s'empirer. Associé avec la pollution maintenant, oui, c'est vrai, ça ira plus vite, qui est en train de grandir. Tout à fait. Et non seulement la pollution, mais dans la façon dont on en mange maintenant, nos aliments sont contaminés, notre eau est contaminée, nous devenons sédentaires de plus en plus, avec nos portables, etc. Nous passons moins de temps à bouger, etc. Tout ça va faire de le pneumologue et le médecin généraliste vont devenir de plus en plus occupés par ces problèmes. Vous avez raison de dire qu'il y aura autant de morts. Je ne savais pas qu'il y avait autant que ça, mais bon, ce n'est pas un problème, parce que celui qui meurt, il a du 100%. Donc ça, c'est déjà important. Mais il y a quelque chose qui est bien, parce que non seulement il fait beaucoup d'argent en vendant des produits, mais en plus, il va entretenir les patients, et ces patients qui vont être payés, qui vont être des consommateurs de médicaments fabriqués par les mêmes personnes qui ont des intérêts au niveau pharmaceutique et qui sont dans le tabac. Donc vous voyez, c'est les gens, et ça, il faudrait que la population le sache, que les gens sont un consommateur et on consomme de A à Z et finalement on est ici comme des petits gens qui vaut pas grand chose sauf d'être un consommateur. Et c'est ça, si on prend conscience de ça aujourd'hui même, celui qui nous regarde, le téléspectateur, dira tiens, il nous prend pour des demeurés là. Et c'est ainsi que raisonnent les grands de ce monde. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur ce que vous dites. Effectivement, je pense qu'il y a les sociétés de tabac, il y a certainement une pression au niveau politique et au niveau économique, mais il y a aussi ce qu'on appelle le lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Et ces laboratoires aussi s'associent à ces sociétés de tabac pour pousser cette consommation, notamment pour éviter de maintenir la santé, pour continuer à faire un travail donc je pense, de destruction du corps pour le reconstruire, enfin donner une impression de soigner. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vu un jour sur un journal mauricien, le British American Tobacco, donc pour ne pas nommer, à l'île Maurice, avec le ministre de la santé, je crois, donnant des bourses à des jeunes.
Absolument. Donc vous voyez, imaginer un petit peu à quel point vous avez sur les circuits de voitures, etc., c'était le tabac. Bon, là, aujourd'hui, vous arrivez déjà avec le paquet neutre, c'est quand même un gros progrès. Maintenant qu'on est arrivé, les gens commencent à prendre conscience, mais c'est vrai qu'il y a les grands industriels seront là pour nous manger. Il faut que nous soyons vigilants. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens de communication pour pouvoir que les gens arrivent à comprendre et essayer de comprendre. Parce que si on ne comprend pas, ça veut dire qu'on devient esclave de certaines choses. On le dit de faire du sport, excusez-moi, on le dit de faire du sport. Ben, la majorité des occasions donc de sportives qui sont reliées à la télévision sont quand même faites par des gens qui sont, pour ne pas le nommer, Marlboro et autres. Donc il faut quand même faire très attention, je vais dire, entre nous, à nous-mêmes, à notre niveau, on se laisse aller en sachant qui va gagner la Coupe du Monde. Moi je peux vous dire qui va gagner la Coupe du Monde de football prochainement. C'est soit Adidas, soit Nike. On le sait. Mais seulement, on va quand même supporter les uns les autres. Alors, il faut arrêter d'être hypocrite avec soi-même. Essayez de se voir. Et quand vous parliez de la santé, madame, je vous répète que la santé, ce que les gens de cette région, en tout cas, recherchent, c'est pas forcément la maladie. C'est vraiment la santé, la paix, la zénitude, et de savoir comment faire pour y amener. Ils ne sont pas si bêtes que ça de savoir qu'ils vont jamais aller en vacances dans des 5 et 6 étoiles. Ils sont pas si bêtes que ça. Donnez-nous la possibilité de vivre tranquillement et de ne pas nous emmerder parce qu'on a fumé un joint par-ci, par-là. Et ça, c'est ça la réalité des choses. Excusez-moi. En tout cas, je suis content pour mon technicien qui était content de ce que vous venez de dire. Je suis un petit réservé, je suis en tant que pneumologue. Bon, on en discutera si vous voulez. On en parlera après. Je dois revenir sur les chiffres. Tout à l'heure, je disais 4 à 6 millions de morts chaque année dans le monde. On va venir sur la zone océan Indien. À l'île Maurice, on estime à 1 millier le nombre de décès par an dû au tabac. À Madagascar, ce chiffre passe à une trentaine pour 100 000 habitants. Ce qui est énorme, c'est-à-dire 3% des victimes donc des maladies non transmissibles. Un millier sur 100 000, ce qui ramène à une trentaine donc directement du tabac. Quand on sait qu'il y a 23 millions de personnes à Madagascar, ça fait un chiffre quand même assez important. Surtout quand vous avez un pays en voie de développement. Oui. C'est un pays qui est encore dans des villages, etc. Il se chauffe encore avec la biomasse. Vous avez on a l'occasion donc qui est quelque chose de très polluant. Les gens sont avec des infections multiples comme la tuberculose, etc. Et les gens se retrouvent avec des situations difficiles. Donc tout ça, cette misère, cette pauvreté, etc., entraîne encore une fois manque de soins, des choses extraordinaires. Oui. Alors on va essayer. Il nous reste un quart d'heure. Je pensais pas que c'était passé aussi vite. Il nous reste un quart d'heure. On va essayer de voir un petit peu s'il y a. D'abord, on va parler de la Réunion. À la Réunion, le nombre de morts par tabagisme est passé de 500 à 510 par an. Alors, selon les statistiques, donc le tabac est à l'origine de 14% des décès donc à la Réunion chaque année. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes donc de morts dues au tabac? Comment stopper cette hécatombe? On a posé cette question à David Mété, donc responsable du service d'addictologie du CHU de Belle-Pierre. Lui insiste sur le sevrage tabagique. Alors oui, je crois que c'est important de rappeler en fait que vraiment le tabac est un problème de santé publique important, c'est-à-dire que en fait le tabac c'est ce qu'on peut qualifier de première cause de mortalité évitable. C'est malheureusement une habitude, c'est malheureusement une addiction forte, importante, et qui va malheureusement entraîner le décès d'à peu près la moitié des fumeurs. Donc c'est pour ça, je crois que c'est très très important de s'engager, de s'informer pour s'engager dans le sevrage tabagique. Parce que le sevrage tabagique, ça permet de sauver la vie de toutes ces personnes qui sont fumeurs et qui pourraient malheureusement voir leur santé altérée à cause du tabac. On va aller tout de suite sur une méthode et on a posé la question de nouveau à Ali Benkeder, donc qui est professeur à la faculté en Tunisie et spécialiste en maladies respiratoires, allergologue et maladies de sommeil. Il parle d'une méthode efficace, il parle du patch, on l'écoute. Là-bas, il y a un côté pharmacodépendance, il y a un côté de comportementale dépendance. Donc, assez souvent, sur le plan substitution nicotinique,
il peut être comblé, mais le côté comportemental, d'avoir la cigarette en main, d'avoir ceci, ça va lui manquer beaucoup. Et quelquefois, il va reprendre la cigarette parce que c'est le côté comportemental qui prend le dessus. Parce que quand il parle, il tire son paquet de cigarettes. Quand il s'énerve, il allume sa cigarette. Et c'est ce côté comportemental qui fait que quelquefois, il reprend la consommation du tabac. On va réécouter David Mété, toujours dans les méthodes de lutte contre le tabac. De toute façon, il va parler du sport comme moyen de lutte. Et vous allez voir, et après on va revenir pour discuter, voir un petit peu aujourd'hui que sur les méthodes, il y a beaucoup à faire, non pas dans la médication, mais surtout dans le travail sur chaque individu. On écoute David Mété, le sport comme moyen de lutte. Moi, je pense que c'est une excellente chose parce que souvent, finalement, à un moment donné, on a fumé aussi pour avoir du plaisir. L'habitude s'est installée, la vie professionnelle, les études, on n'avait pas le temps, on a pris l'habitude d'être fumeur. Une cigarette, c'est une pause pendant 5 minutes. C'est aussi une forme de soulagement, une forme de recherche de plaisir. Eh bien, pour que l'arrêt du tabac, ça ne soit pas que de la frustration, c'est très important de le remplacer aussi par des choses valorisantes, comme du sport, parce que le sport, eh bien, ça va apporter du plaisir, mais un plaisir tout à fait sain, un plaisir qui a aussi une influence en termes de santé, de relaxation, d'influence sur la dépression, de lutte, d'amélioration de la glycémie. Donc le bénéfice du sport, là, est quelque chose de très très positif, par contre avec des impératifs de régularité et de temps suffisamment passé dans le sport. Donc c'est, je crois, une excellente initiative. C'est une chose, aujourd'hui, c'est une réalité entre tout ce qu'on met en place comme médication pour essayer tout ce qui est Nicorette ou autre patch. D'un côté, il y a tout ce qu'on fait de l'hypnose, comme Yuval vient de me rappeler, ou bien le yoga, la méditation. Est-ce qu'on oppose des méthodes ou est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que certains ne savent pas ce qu'il faut faire? Vous savez, dans la lutte, c'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer par le fumer, première chose. Donc, deuxièmement, je pense qu'il faut avoir une éducation maintenant des jeunes enfants. Ceux qui ont 50 ans, c'est plus difficile. Maintenant, ils sont avec leur maladie, etc. On essaie de les aider par toutes les choses. Mais il faut attaquer le problème par la racine, c'est-à-dire à travers les enfants, l'éducation pour que les enfants ne fument jamais. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, deuxième chose maintenant, quand on a toutes ces maladies maintenant, à cause de ces maladies qui coûtent énormément à la société, nous avons à réfléchir parce qu'effectivement le cancer, on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une obstruction. BPCO, voilà, vous avez les bronches qui sont comme ça. Et puis tout d'un coup, avec le temps, ça c'est pour l'asthme, mais aussi pour les bronches, voilà, vous avez les bronches qui sont, pas la peine d'être professeur de faculté pour comprendre ce qui s'est passé, les bronches sont pas en fumant, ça rétrécit avec le temps. Et ça, malheureusement, ça se fixe définitivement, et donc l'air qui passe mal, donc on devient insuffisant respiratoire, et donc aujourd'hui, il y a toutes sortes de techniques coûteuses pour pouvoir s'en sortir avec l'oxygène ou l'oxygénothérapie, etc. Mais c'est quelque chose qui est très handicapant. Donc, pour éviter pour effectivement éviter des maladies, il faut quand même prévenir. Donc, il faut faire comprendre aux gens, quand même maintenant, comment faire. Alors, comme il y a la pharmacodépendance avec la nicotine, c'est très difficile. C'est pas quelque chose de facile. Donc, on a besoin de expliquer aux gens quelles sont les méthodes. Alors, avant, on arrivait à faire sevrer 5% de la population. Et avec le temps, avec les techniques de patch de la nicotine, c'est les remplacements de la nicotine, avec maintenant, il y a un certain nombre de médications, donc agonistes de la nicotine, et puis après, avec la cigarette électronique, maintenant, qui est intéressant, on arrive quand même jusqu'à 30 à 40%. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut guérir du tabac? C'est-à-dire que est-ce qu'un fumeur qui a fumé durant un certain nombre d'années peut rétablir son poumon ou c'est quelque chose qui est définitif? Non, vous savez, le poumon, c'est un peu comme le cerveau. Une fois, c'est abîmé, malheureusement. Mais ce qui reste, il faut l'utiliser correctement.
Donc on ne peut pas revenir en arrière. Comme l'as par exemple, si vous le traitez bien, les bronches qui se ferment, vous donnez un médicament qui dilate les bronches et puis ça rentre dans l'autre. Tandis que là, pour la cigarette par exemple, qui attaque les bronches par exemple, là vous avez une atteinte définitive. Un cancer qui va se déclarer, un emphysème qui va se déclarer, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui dévie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer à fumer. Parce qu'avec le temps, alors selon le trajet que vous allez faire, à quel moment vous allez arrêter, que vous allez... Actuellement, arrêter le tabac, lorsqu'on prend cette décision, c'est sauver ce qui reste de nos poumons. Voilà. Mais en même temps, on peut compenser maintenant en faisant du sport, en faisant d'autres choses. Parce que c'est quand même important. Le tabac est une addiction, ça stimule un centre des plaisirs. C'est comme l'addiction au sexe, c'est comme l'addiction au jeu, c'est comme l'addiction, toute addiction passe par le même système. Donc il faut vraiment prendre en charge la personne de façon globale, de façon entière. Et sachez qu'il y a une étude qui a montré que il y a 60% des gens qui vont considérer d'arrêter de fumer, par exemple, quand on adresse le problème en médecine générale. Donc, avis aux médecins, avis aux patients qui vont aller voir le médecin, ils disent voilà, je voudrais prendre cette opportunité pour parler de la cigarette, pour parler du tabac, pour parler du Zamal et différentes autres choses. L'addiction est là, il faut poser la question et quand on l'arrête. Alors, juste une petite question pour les femmes enceintes qui fument. Donc, il y a une interdiction totale. Mais j'ai vu et j'ai entendu dire que certains médecins, certains gynécologues autorisaient les personnes, les femmes enceintes qui étaient dans une très forte addictologie de fumer entre 1 à 10 cigarettes en déculpabilisant un petit peu la mère. Quel est votre avis? Moi, en tant que pneumologue, je serais contre. Voilà. Maintenant, le gynéco, peut-être, je pense qu'il y aura l'impact. De façon, il y a 4000 substances qui passent. Ils passent chez la mère et chez l'enfant. Donc, on sait que, par exemple, il faut tout faire pour arrêter que la personne arrête de fumer. C'est clair. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est que effectivement, ça existe. Moi, ça m'est d'arriver d'avoir des patients qui, j'aurais pu citer, ils vont se reconnaître parce qu'ils vont sûrement regarder cette émission. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Et c'est là qu'il faut savoir prendre de façon globale la personne. Parce que comment tu veux dire à quelqu'un d'arrêter de prendre du sucre? C'est aussi une addiction. Comment tu veux dire à quelqu'un... Parce que c'est pareil pour le diabète gestationnel, par exemple, pendant la grossesse. C'est pareil. Je pense qu'il faut prendre la personne de façon globale et s'asseoir avec et prendre du temps. Parce qu'avec le temps, les gens finissent par comprendre. Il faut expliquer. Et c'est le rôle de la SPEI, justement. D'apporter cette connaissance avec... Ce que je voulais dire, c'est très important, parce que là, c'est la vie d'un petit être. Quand ces substances-là passent, on a ce qu'on appelle l'hypotrophie, on a ce que la prématurité, on a les morts subites. Donc c'est pas quelque chose on va s'occuper de la femme, c'est pas anodin. Donc il faut vraiment parler de la femme qui a voulu avec son mari concevoir un être. C'est bien. Moi je comprends bien ces problèmes ces difficultés, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. Maintenant, moi, quand j'ai un problème avec mes patients et puis un enfant qui est asthmatique, je dis il faut savoir. Soit votre enfant va continuer à vivre comme ça toute sa vie. Et puis il va être comme ça, maintenant il passera son temps, ou bien vous avez décidé que l'enfant soit comme ça, à vous de voir. Oui, mais c'est bien qu'il y a les gens de la pneumologie, les gens de la SPEI qui viennent expliquer. Oui. C'est pour ça que je dis toujours que c'est très important que les sociétés savantes vont aller chez les gens pour donner aux gens les connaissances et non pas forcément se donner, j'ai fait de la masturbation cérébrale pour les gens qui connaissent bien le sujet. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Votre émission est superbement intéressante parce qu'on apporte aux gens des connaissances dans la parole dans laquelle donc c'est véhiculé ce message et qu'ils comprennent très bien. Voilà, pour continuer un petit peu juste ce que vous voulez savoir pour le sevrage, je pense que vous savez que c'est optimistique, même les gens qui sont des grands fumeurs. Il y a 70% des fumeurs qui aujourd'hui qui veulent arrêter. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est pas bon, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Et que là, c'est quelque chose de très optimistique. Donc on pourrait faire quelque chose. Donc il y a quand même des services maintenant qui sont spécialisés
professionnel maintenant, donc au CHU de Belle-Pierre, avec le docteur Mété, les gens doivent aller là-bas. Et puis, c'est remboursé. Et puis aller faire ces tentatives. C'est jamais une mauvaise tentative et que c'est quelque chose qui marche. Alors, on va faire une chose, on va aller un peu vite parce qu'il nous reste très peu de temps. D'abord, on va parler de prévention. Et ça démarre à l'école. Et on va de nouveau entendre Ali Benkeder qui va parler de la prévention en Tunisie. Je prends l'exemple de la Tunisie. On avait fait une étude avec la DSSB, qui est la Direction des soins de santé de base, au niveau des écoles. On a pris des écoles où on avait donné uniquement des flyers, c'est-à-dire des papiers de recommandation. Et on a pris des écoles où on a envoyé des médecins qui sont partis expliquer pendant le cours. La différence était significativement très nette parce qu'on a vu des enfants qui ont été influencés par l'apport du médecin qui sont partis reprocher à leur famille, justement à leurs parents de fumer. Et je pense que vous avez tout à fait raison, c'est l'action directe, parce qu'il faut avoir une certaine notoriété pour être cru. Oui. C'est pas le mécanicien qui va parler de religion, c'est toujours le prêtre. Quand c'est le prêtre qui parle, qui fait le prêche, vous le croyez. Mais si moi je viens faire le prêche, on ne va pas me croire. C'est exactement la même chose. C'est un prêche qu'on doit faire, mais il doit être fait par un spécialiste. Malheureusement, je vous dis, la politique de l'État est une politique avec tellement peu de médecins à sa disposition qu'elle les laisse pour la maladie, mais qu'elle ne l'utilise pas dans d'autres secteurs. Et ce n'est pas valable uniquement pour la Réunion, c'est valable pour Madagascar, c'est valable pour la Tunisie. Le nombre de médecins est toujours inférieur à la demande de la maladie. Donc on n'a pas le temps de les transposer. Et c'est pour ça que peut-être d'ici demain je te donne la projection, il faudrait créer des corps de médecins de prévention, de médecine préventive, mais qui existent dans le mauvais sens d'ailleurs maintenant. C'est une spécialité, mais qui ne fait pas ça, qui aurait comme vocation justement d'aller prêcher la bonne parole au niveau des zones à haut risque, et particulièrement des jeunes, parce que c'est chez les jeunes qu'on arrive. Celui qui a fumé 50 ans, qu'on veut lui arrêter de fumer, pas fumer, ça ne va pas changer grand-chose. Mais celui qui n'a pas démarré, c'est chez ce monsieur-là que vous devez aller pour bloquer un peu le phénomène. Je vais faire plaisir à Ouarajan pour terminer. On va de nouveau écouter Ali Benkeder, et parce que on va poser la question, est-ce qu'il y a une vraie démarche au plus haut niveau de chaque État pour lutter contre le tabac? Et là aussi, Ali Benkeder, donc, qui est professeur de faculté, qui est spécialisé donc en maladies, en pneumologie, voilà sa position. De prévention ne dépend pas du pneumologue. La démarche de prévention dépend de la politique de santé. Parce que c'est dans la politique de santé qu'on investit pour la prévention. Un médecin qui n'est pas payé dans son acte pour prévenir ne va pas faire de la prévention, il va faire ce qu'on appelle de l'éducation, qui n'a rien à faire avec la prévention. C'est une chose tout à fait différente. Il va éduquer le patient sur sa pathologie. Il ne va pas éduquer le patient à prévenir ce qui doit arriver. C'est l'État qui doit avoir une démarche de prévention pour pouvoir justement éviter ce genre de choses. Maintenant, le médecin pneumologue. Le médecin pneumologue, lui, est confronté à deux choses. À la charge de travail qu'il a. Parce que c'est une charge de travail importante. Ce que les gens ne savent pas, le poumon, c'est l'équivalent du cerveau. Il ne se répare pas. Donc, il faut le prendre assez tôt pour le soigner. La deuxième chose sur laquelle nous butons, nous, les médecins de façon générale, et les pneumologues de façon particulière, c'est que le médecin, il est confronté dans sa pratique non pas au problème de mathématiques où lorsque vous faites la moitié du problème, vous avez 10, mais à la dictée. Si vous faites une erreur, vous avez 0. Donc le médecin va être confiné à des structures médico-légales qui vont lui garantir une certaine protection vis-à-vis du malade lorsqu'il prescrit l'ordonnance. Et ces recommandations qui sont données par la HAS font qu'il va être tellement braqué sur la peur d'avoir des problèmes, d'avoir le diagnostic juste et les médicaments qui conviennent, qu'il oublie de faire son travail de prévention parce qu'il n'aura pas le temps de le faire. Donc c'est à l'État de créer des structures de prévention. Et ces structures de prévention, ce n'est pas ces petites émissions à la radio, ce n'est pas des émissions à la télévision, mais c'est surtout des personnes qui prennent en charge dans un cadre d'information et qui soient spécialisées dans le domaine, des patients qui ont ce qu'on appelle à risque. Parce qu'on ne peut pas prendre toute la population. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour les dames, avant d'accoucher, lorsqu'elles sont enceintes. Elles viennent facilement à la prévention parce qu'elles connaissent le risque de l'enfant. Mais par la suite, les gens ne vont pas à la prévention pour le tabac, pour le diabète, pour l'hypertension. Ça, ils l'oublient. Ils ne viennent que lorsqu'ils l'ont.
En tout cas, je pense que vous êtes tout à fait d'accord. Nous avons 3 minutes supplémentaires. Vous avez 1 minute et demie chacun pour nous dire exactement si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et donc, il faut que le patient, la personne, la famille, les enfants aident le destin un petit peu. C'est-à-dire qu'ils viennent et qu'ils sont d'accord, comme disait le docteur Paration ici présent, pneumologue, disait qu'il faut que la personne soit d'accord pour faire la prévention, pour arrêter. Et là, le médecin peut. Mais il faut que la question soit posée à chaque opportunité, à chaque moment, à chaque visite chez un professionnel de santé, il faut en parler. Voilà. Oui, je pense que ce que l'a dit, c'est très juste. La connaissance doit nous emmener à quelque chose de retrouver la recherche de notre humanisme. C'est-à-dire se vivre bien dans les bonnes, comme on dit, bien dans tous les sens, pour que l'avenir soit rose. Donc, on va continuer donc à penser qu'on doit respirer l'air, on va boire de l'eau propre, on doit manger les choses. Enfin, voilà, les choses essentielles qui paraissent tout à fait à notre portée, mais il faut quand même qu'on fasse le nécessaire. On reviendra sur les stratégies au plus haut niveau une autre fois. J'ai juste à dire une chose. On commence à fumer en général pour montrer qu'on est un homme. Et on arrête de fumer pour montrer qu'on est un homme. Alors, allez-y, soyez un homme. Corinne, un dernier mot sur le... Oui, moi, je en voudrais 30 quand même secondes. vous signifier que je vous revois donc mardi avec une personne qui va nous présenter donc un stage de yoga du souffle pour travailler un petit peu tout ça. Et je remercie quand même les docteurs Paradjan de nous informer et de nous tenir au courant de tout ce qui se passe et d'être sur le terrain avec nous. En tout cas, Merci on aura l'occasion de revoir donc Radhakrishna, donc Paration, donc président de la Société de pneumologie de l'océan Indien, qui va sans doute nous accompagner un petit peu là-dessus. On aura l'occasion d'en revenir. Paration, merci, donc médecin généraliste et spécialiste, également à la SPOI, la Société de pneumologie de l'océan Indien. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion de revenir là-dessus pour que votre vision de la santé et non pas de la médecine soit mieux expliquée. En tout cas, Corinne Polic, merci de nous avoir accompagnés. Merci à la régie pour toutes ces informations. On vous embrasse très fort. C'est gentil pour le bisou. Donc, on va continuer. Je vous souhaiter d'abord remercier aussi les téléspectateurs pour leur fidélité. Je vous propose de bien continuer votre soirée sur Télécréole. En tout cas, portez-vous bien. Pensez d'abord à votre santé avant de prendre une décision. C'est important. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis bonsoir chez vous.